Je crois que ce qui me semble évident, c'est que c'est une maladie qui vient de la mondialisation, Mhm. mais c'est une maladie qui va détruire la mondialisation. Shmuel Trigano, bonjour, Boker Tov. Boker Or. Merci d'être avec nous ce matin en cette veille de Pessah pour essayer de prendre un peu de recul sur ce qui est en train de nous arriver, on va dire, que ce soit à l'échelle de l'État d'Israël, à l'échelle du peuple juif ou même à l'échelle de l'ensemble de l'humanité. Je dois souligner que vous avez le journal Israël Hayom vous a consacré plusieurs pages dans sa dernière édition de Shabbat, de vendredi dernier, et vous avez eu le temps, vous avez pu développer, on va dire, ce que vous considériez être comme les effets, les conséquences, les contre-coups, les conséquences de ce qui se passe actuellement dans la réalité à travers la lutte contre le coronavirus. Qu'est-ce que le coronavirus va changer dans notre existence? Et c'est justement la première question que je voudrais vous poser. C'est une question générale. Qu'est-ce qui va changer après? Je crois que ce qui me semble évident, c'est que c'est une maladie qui vient de la mondialisation, mais c'est une maladie qui va détruire la mondialisation. C'est ça le véritable paradoxe, dans la mesure où, comme vous le voyez, tous les peuples se reconstituent de façon tout à fait étonnante, au point que, par exemple, une population israélienne de jeunes voyageant en Amérique latine, en Inde, etc., et une population très cosmopolite, on pourrait dire, et ressentit le besoin de se retrouver à la maison, en quelque sorte. C'est vrai aussi pour les Français restés à l'étranger, etc. Donc on assiste à une reconstitution de la singularité des peuples, alors qu'en fait, la loi qui semblait prédominer est la loi d'un échange infini où finalement tout se vaut, tout est mondial, etc. Donc je crois que là, c'est quelque chose de très important et qui est objectif, qui signale, à mon sens, un ralentissement prévisible de la mondialisation, le retour de la conscience nationale. Et la fin de l'Europe? La fin de l'Europe, elle est prévisible depuis longtemps, dans la mesure où, si vous voulez, l'Europe est un assemblage hétéroclite, où les gens ne se comprennent pas, ils ne parlent pas la même langue. L'Europe a quelque chose qui ressemble politiquement au régime de l'Empire. On n'est plus dans l'État-nation, on n'est plus dans les démocraties traditionnelles. Et en fait, à l'épreuve de ce coronavirus, l'Europe a démontré que elle n'était pas d'une si grande aide pour ceux qui tombaient dans ce drame. Et donc, je crois que là, on a vécu un véritable tournant à l'épreuve des faits. La conséquence idéologique qui va en tirer pour l'instant, elle est assez incertaine, mais disons que non seulement les peuples ont redécouvert qu'ils avaient aussi un destin singulier qui n'appartenait qu'à eux, ils avaient largué leurs industries nationales, par exemple, prenons la production de médicaments, pour se retrouver dans une dépendance terrible d'un État totalitaire comme la Chine, qui fait la pluie et le beau temps à tous les niveaux. Mais si vous établissez on pourrait dire, là aussi, la préférence nationale, c'était l'idée de Marine Le Pen. Mais si vous rétablissez justement l'intérêt national, par exemple, d'être indépendant par rapport à d'autres puissances. En Europe, on a vendu les aéroports, les ports, etc. à la Chine. C'est quelque chose, en Israël aussi, c'est quelque chose d'assez terrifiant de réfléchir à ce que ça signifie, parce que on n'est plus dans le monde où tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et il y a une sorte de lutte pour la vie qui s'est mise en place. Et je crois que ce problème-là, par exemple, entraîne toutes sortes de conséquences. S'il s'agit de défendre une industrie nationale par rapport à des pays qui pratiquent le dumping et qui vendent pour rien leurs produits pour étendre leur marché, eh bien, il va falloir rétablir les douanes, il va falloir rétablir les frontières, qui est déjà
entre la France et l'Allemagne, la frontière est rétablie avec des chaînes de voitures énormes. Donc je crois que là, il y a alors je laisse de côté la crise économique qui pointe à l'horizon. Oui, Comment c'est ça. de quoi sera fait le lendemain? Parce qu'effectivement, on a le sentiment que l'épidémie va avoir un impact sur énormément de domaines. Vous le dites sur un renforcement du nationalisme, on va dire. Mais est-ce que quelque part, justement, face à la détresse économique qui ne va pas manquer de s'exprimer dans les prochains mois, est-ce que vous ne craignez pas que finalement ça nuance aussi, c'est-à-dire qu'il y ait une prise de conscience générale de l'ensemble de l'humanité pour essayer, par exemple, sur le plan de l'environnement, de prendre des mesures qui s'imposent ou par exemple, c'est-à-dire d'un côté vous dites pas de globalisation, mais est-ce qu'il n'y a pas à travers la crise du coronavirus une nécessité justement de l'ensemble des nations de se serrer les coudes pour éviter que quelque chose comme ça ne se reproduise? Il faudra voir. Je suis pas tellement sûr. Ce serait le côté constructif, oui. Mais je n'en suis pas tellement sûr. Regardons ce qui se passe, par exemple, le fait que les États se disputent les respirateurs artificiels, les médicaments, etc., que les Américains fassent des offres supérieures pour tout rafler, c'est pas ce qui se profile. En tout cas à l'horizon, mais si vous voulez, c'est vrai, vous avez commencé par évoquer l'Europe, c'est vrai que l'Europe est apparue comme ce projet-là que vous définissez, d'ailleurs elle s'est dite incarner les droits de l'homme, ce qui est quand même tout à fait abusif pour une puissance réelle. Elle n'incarne aucune puissance, n'incarne les droits de l'homme. Les droits de l'homme sont l'objet d'une revendication, d'une lutte, etc. Mais ils ne se réalisent pas, en tout cas à travers un pouvoir. Mais donc l'Europe a cru, et c'est d'ailleurs à l'exemple de l'Europe qu'on a cru à la fin des frontières et à la circulation universelle. Là, je pense que je ne sais pas si l'Union européenne survivra. À voir par exemple comment la Banque européenne a réagi face à l'Italie. La chose semble mal partie à ce niveau-là. Mais bon, c'est une incertitude. Moi, je pense que c'est une autre modalité de l'universel qui est en jeu. Et non pas celle-là. Et là, je crois, si vous voulez, si Israël retrouve son aura, son message, je crois que il y a quelque chose à faire, parce que si vous voulez, le problème n'est pas uniquement économique, médical, etc. Il est aussi bon, j'aime pas tellement parler voilà, pour ne pas dire éthique, si vous voulez, parce qu'en fait il y a toute une évolution de l'humanité qu'on définit par le transhumanisme. C'est tout ce qui découle du postmodernisme, c'est-à-dire l'idée d'une oui, allez-y. Non, c'est aussi la fin du postmodernisme d'une certaine manière, cette épidémie. Tout à fait. J'en suis intimement persuadé, parce que le postmodernisme a été une utopie de la toute-puissance humaine et d'une sorte de désagrégation qui aurait été positive. C'est surtout à l'image du transhumanisme. Les découvertes scientifiques ont donné à l'homme toutes sortes de capacités de rêver à une toute-puissance. Et cette toute-puissance, en fait, elle est autodestructrice, si l'on peut dire, puisqu'en fait, son objectif, c'était de déstructurer toute l'humanité. Regardez, le postmodernisme veut déconstruire, c'est le grand mot, mais déconstruire, c'est détruire aussi d'une certaine façon, car rien ne résiste à la déconstruction. Et cette idéologie a dominé les États démocratiques, et Israël en premier à ce niveau-là. Et je pense que là, il y a un enjeu moral, philosophique, idéologique à jouer justement. Et dans cet enjeu, me semble-t-il, enfin, c'est mon espérance, il y a dans le judaïsme des forces, j'entends le judaïsme, les valeurs juives, la doctrine de l'homme qui est développée dans la Genèse, etc. Il y a des forces
justement, pour sortir de cette impasse. Mais toujours est-il, il faut encore les mettre en œuvre. Mais c'est aussi ce que je poursuivais dans le livre qui a donné occasion à cette interview, le nouvel État juif là qui vient de sortir en hébreu, où j'ai tenté justement de montrer comment, de penser comment Israël peut réintégrer, je dirais, son message éternel, le Netzach Israël, dans la dimension de l'existence. Par rapport dans sa gestion de la crise telle qu'on la voit aujourd'hui, on a effectivement le sentiment, et dites-moi si je me trompe, que quelque part il y a une volonté de tenir compte justement de l'importance de la vie. Binyamin Netanyahou, ne serait-ce que lui, dans ses incessants briefings, le dit et le répète, c'est la vie qui permettra le développement de l'économie et pas le contraire. C'est ce message que l'État d'Israël doit faire passer, la suprématie, on va dire, de la vie, alors que peut-être, par exemple, en France, on apprend que certains débranchent les appareils respiratoires des personnes âgées pour les donner à des personnes plus jeunes. C'est ce que vous voulez dire? C'est plus que ça. Hein. C'est plus que ça. Je pense qu'aujourd'hui, il y a eu une sorte d'ébranlement du profil humain à travers les découvertes scientifiques, à travers la nouvelle puissance que l'homme a acquise, justement sur le plan de la vie. Et sur le plan de la vie, c'est pas simplement de la survie, mais c'est du sens même de la vie et de la condition humaine. Donc, alors, ce qui est tout à fait prophétique, si j'ose dire, c'est que ce message-là s'adresse à toute la planète. Même si chacun se replie dans le cadre de ses frontières, c'est toute la planète qui est exposée à tirer cette leçon des faits. Les faits semblent muets, mais leur portée est tout à fait gigantesque. C'est une claque, une gifle lancée à l'ambition de pouvoir total de l'humanité sur elle-même, sur le monde, sur la nature, etc. Mais c'est aussi une invitation à réfléchir à l'endroit où l'humanité se trouve aujourd'hui, peut-être un moment carrefour, où quelque chose de tout à fait nouveau se profile, mais est-ce que nous sommes capables d'y faire face sans perdre la tête? Je crois que là, il y a un message muet sur lequel il faut mettre des mots. Évidemment, celui qui est croyant met les mots de la foi, forcément, mais sans être croyant, il y a là-dedans une rationalité, quelque chose d'étonnant. C'est vraiment étonnant ce que nous vivons. Ça sort c'est étrange dans le sens de Freud, l'inquiétante étrangeté. Que signifie ce moment-là? C'est pas simplement le moment d'une plaie, mais c'est plus que ça. Enfin, en tout cas, si on cherche du sens dans l'existence, on est porté à une telle réflexion. Un examen de conscience. La question que je voudrais vous poser, vous qui êtes aujourd'hui ici en Israël, qui vivez aujourd'hui ici en Israël, quel regard vous portez sur ce qui se passe en France actuellement? D'abord sur la manière de gérer justement cette crise en France, que l'on a qualifiée parfois d'insouciante, alors que, on va dire au niveau israélien, on a essayé de mesurer très rapidement la gravité de la situation. Et puis, je voudrais aussi avoir votre éclairage sur cette communauté juive qui est extrêmement, très durement touchée par l'épidémie. Quel regard vous portez sur cela? Et oui, il y a aussi cet événement tout à fait terrifiant, c'est que la pratique du judaïsme, de la vie collective, des prières, etc., a pu être l'occasion d'un développement considérable de la contamination. Là, parce qu'en fait, la dimension collective est capitale dans le culte et de toutes parts. La sortie d'Égypte, logiquement, le Seder doit rassembler toute une famille autour de l'agneau pascal. D'accord, mais les familles ne peuvent pas se rassembler aujourd'hui pour toutes les raisons que vous savez.
c'est un choc. J'ai lu l'opinion d'un rabbin francophone que je ne citerai pas, et j'ai trouvé qu'elle était poignante, parce qu'il a très bien senti que là aussi il y a une question qui est posée au judaïsme religieux. Il y a une question qui est posée, que signifie cet empêchement, alors qu'en fait c'est la base même de la vie collective. Quant à la France, je suis effectivement par télévision les développements. Ben écoutez, ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'ambition de pouvoir, ça définit bien le profil jupitérien de Macron. Macron incarne parfaitement, c'est le héros, si l'on peut dire, le héros en échec de cette histoire. Il incarnait le nouveau monde, l'international, il s'opposait au nationalisme, etc. Or voilà que lui-même parle de souveraineté nationale, de guerre, on voit l'armée, etc. Donc c'est tout à fait étonnant sur ce plan-là. Donc la France, par son intermédiaire, a vécu ça d'une façon de plein fouet, beaucoup plus qu'ailleurs, parce qu'en fait, l'idée de la toute-puissance a fait qu'on ne pensait pas au mal, qu'on n'a pas pensé à s'organiser. Et alors, en plus, ce que je trouve tout à fait accablant, c'est cette histoire autour de la chloroquine et du professeur Raoult. C'est invraisemblable. J'ai cru d'ailleurs, quand j'ai vu le représentant du Conseil des experts, j'ai cru me retrouver dans l'université israélienne. C'est le même style de fonctionnement, soi-disant collégial et scientifique, mais qui est en fait une réalité de pouvoir et de lutte de pouvoir. Donc c'est très pathétique, c'est vraiment très pathétique, mais si vous voulez, je ne sais pas comment la France se reconstituera au lendemain. Je crains qu'il n'y ait un règlement de compte, d'ailleurs peut-être même en Israël, un peu partout. On voit déjà les critiques du ministère de la Santé, de son ministre. Mais en tout cas, c'est un revers terrible que la France a subi, et c'est vrai que la quantité de malades, de morts, etc. est tout à fait accablante. Pour revenir en Israël, il y a une déclaration de Binyamin Netanyahou la semaine dernière qui disait que, en fait, cette année, par le fait que l'on sera confiné chez soi pendant cette fête de Pessah, on aura l'occasion de revivre un peu ce qu'ont vécu nos ancêtres lors de ce que l'on appelle Pessah Mitzrayim, lors de ce premier Pessah de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire avant même la Géoula, la délivrance. Chacun était resté chez soi pour éviter, on va dire, que le fléau de la 10e plaie d'Égypte ne le touche. Et c'est assez intéressant que ce soit le Premier ministre de l'État d'Israël qui ait rappelé cette histoire. Est-ce que ça vous a touché, vous, quelque part, quand vous en oui, parce que il a donné un éclairage inattendu à la plaie en question, puisque Negev, en hébreu, le virus, c'est de la même radicale que la plaie en hébreu. Et donc c'est un parallélisme intéressant, je dois dire, à ce niveau-là. Bon, ben écoutez, je ne peux qu'espérer que ce vœu se réalise. Mais le fait de se replier sur soi-même, sur sa famille, de peut-être de prier tout seul, peut-être de peut-être même essayer peut-être de même mieux comprendre la prière que quand on est ensemble, que l'on regarde son voisin, que l'on regarde un peu par-ci par-là, que l'on n'est peut-être pas tout à fait concentré. Le fait de nous réhabituer à certains incontournables, impondérables de la réalité de l'être juif, ça vous pensez aussi que c'est la résultante du corona? Oui, mais il faut au départ avoir une certaine discipline pour affronter ce vide. C'est ça qui est... Logiquement, nous devrions l'avoir, car nous prions devant un être invisible, oui, qui ne se manifeste pas. Et donc, dans la prière, on se retrouve toujours face à soi-même, et un commentaire nous dit que on porte un jugement sur soi-même, en quelque sorte. Mais
mais la dimension collective est tout de même une c'est si vous voulez, c'est cet alliage qu'il y a dans le judaïsme entre le singulier et l'universel. Même quand on se replie sur soi, par exemple, quel est le soi d'Israël? C'est des juifs originaires de 120 pays, de toutes sortes du monde entier, qui se réunissent et qui portent en eux cette dimension, en plus de la dimension d'eux-mêmes. Et c'est cet exercice qu'il faut retrouver, qui devrait être celui de l'exercice de base de tout rapport de prière, justement devant. Il y a dans les synagogues séfarades cette phrase « sache devant qui tu te tiens ». Et ça, si vous voulez, vous vous tenez devant une personne, mais que vous ne saisissez pas, que vous ne voyez pas, en quelque sorte. Et donc là, il y a une ascèse, il y a un exercice d'ascèse intérieure qui devrait nous aider à ce que la dimension communautaire soit ébranlée du fait de la situation, mais néanmoins que cette dimension communautaire soit ébranlée pose aussi question. Qu'avons-nous fait du peuple d'Israël? C'est ça la question aussi qui est posée. On parle aujourd'hui de Migzarim, de Migzar, etc., et notamment le Migzar Haredi. Justement, c'est quoi ces histoires de Migzarim? C'est ces découpes qui sont à l'intérieur du peuple d'Israël. Il y a un enjeu ici très important aussi. Eh bien, Shmuel Trigano, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir apporté votre éclairage pertinent sur ce qui est en train de nous arriver en cette veille de fête de Pessah. Bien entendu, on vous souhaite avant tout d'abord une bonne santé à vous et à votre famille et une bonne fête de Pessah. Pessah Kacher Vesamer dans le confinement, mais on va dire à l'unisson du peuple d'Israël. Ça, on peut le dire effectivement pour ce soir. Merci d'avoir été avec nous et Chag Sameach. Chag Sameach. Pour tout savoir sur le coronavirus en Israël, les recommandations officielles mises à jour, les aides aux Olim et tous les services proposés par le gouvernement, les municipalités, Kalita et les associations francophones d'Israël, dans cette période de crise inédite, connectez-vous sur www.info-covid19-kalita.com.